Il y a une autre chose par rapport à votre question, c'est que les autonomistes ont pris l'habitude, depuis des décennies, de se rapprocher du pouvoir en place pour obtenir évidemment une redistribution adéquate de la part de la métropole. Sauf que le pouvoir change de main, là, visiblement. On l'a vu ici à travers les différents pouvoirs en politique française essentiellement. Eh bien, on a tendance à se rapprocher. C'est un réflexe qui existe aussi dans ce qu'on appelle les archipels éloignés. Quand vous êtes aux Marquises ou quand vous êtes dans les Tuamotu, eh bien, dans tous les cas, vous changez de parti pour vous rapprocher du parti qui a gagné les élections à Papeete parce que vous voulez vous rapprocher, évidemment, des financements, des différents financements possibles. Mais cela n'est absolument pas, ou rarement, une adhésion véritable. L'adhésion, elle se fait par rapport à une appartenance. La discussion se fait par rapport à l'appartenance à la France. Comment, pourquoi, dans l'autonomie, quel type d'autonomie, etc. Je ferai une petite remarque malgré tout, c'est que, à l'instar du nouveau Front populaire en France qui s'est réalisé en bout de 15 jours et qui a réussi d'ailleurs son pari, eh bien les autonomistes qui étaient totalement divisés en Polynésie ont réussi à s'unir pour ces élections et à gagner les élections, en tout cas envoyer 2 députés sur 3. Et on se retrouve ici dans cette configuration de l'urgence. Après, on verra si cette urgence pourra se maintenir dans le temps. Merci Semir Alwardi. Je précise juste qu'effectivement les autonomistes se rapprochent du pouvoir quand il est de droite ou du centre et les indépendantistes quand il est de gauche. Alors nous allons donc maintenant passer à la seconde partie de cette émission. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, Olivier Servan, restez encore un peu avec nous, s'il vous plaît. Nous commençons avec la crise en Nouvelle-Calédonie. Cette dissolution de l'Assemblée nationale est intervenue dans un contexte de crise majeure sur le territoire, provoquée par le projet de réforme constitutionnelle du corps électoral pour les élections provinciales. Bilan, 9 morts au total, une procédure judiciaire exceptionnelle, le transfèrement de 7 militants kanaks de la CCAT dans l'Hexagone à 17 000 km de leur archipel. Ce reportage de Laïd Berry. 13 mai 2024, le jour où tout a basculé. La cellule de coordination des actions de terrain décrète la mobilisation générale contre le dégel du corps électoral examiné à l'Assemblée nationale. Les militants s'installent sur les ronds-points du Grand Nouméa. Dans la soirée, la capitale s'embrase. Blocage des routes, scènes de pillage, destruction des bâtiments, des magasins, des stations-service, des pharmacies, des concessions automobiles sont incendiées. Dans la nuit, une jeune femme perd son bébé, faute d'avoir pu rejoindre le Medipôle à cause des barrages. Mardi 14 mai, la population de l'agglomération se réveille sonnée. De nombreux barrages tenus par des militants indépendantistes sont désormais en place dans les 4 villes de l'agglomération de Nouméa. L'aéroport international de la Tontouta ferme ses portes. Louis Lefranc, haut commissaire de la Nouvelle-Calédonie, annonce l'instauration d'un couvre-feu de 18h à 6h du matin. Un temps limité, la mesure restera en vigueur jusqu'au 17 juin. 15 mai, c'est un mercredi noir. 4 victimes sont annoncées, 3 civils et un gendarme. Dans les semaines suivantes, un 2e gendarme et 3 autres civils seront tués par balle. Le soir même, Emmanuel Macron décrète l'état d'urgence. Plus de 3000 policiers, gendarmes et militaires seront déployés sur le Caillou. Le 23 mai, l'annonce prend tout le monde de court. Pour la 2e fois en moins d'1 an, Emmanuel Macron se déplace en Nouvelle-Calédonie pour calmer les tensions. Un voyage éclair où finalement aucun accord ne sera trouvé entre les différentes parties. Pas de levée des barrages et pas de retrait du projet de loi sur le dégel du corps électoral. Une mission de médiation composée de 3 hauts fonctionnaires est installée pour 3 mois. Le 5 juin, après 3 semaines d'émeutes, la compagnie Air Calin annonce la reprise partielle et progressive des vols internationaux à l'aéroport de la Tontouta. Le même jour, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, annonce un plan d'aide aux chefs d'entreprise. Le 12 juin, le chef de l'État tient une conférence de presse où il annonce la suspension du projet de loi sur le dégel du corps électoral. Le 22 juin, 11 militants indépendantistes kanaks sont arrêtés, dont 7 personnes envoyées en détention provisoire dans les prisons de l'Hexagone. Aujourd'hui, on déplore 9 morts, des centaines de blessés et plus de 1,5 milliard d'euros de dégâts.
Oui, alors Olivier Servat qui a dû donc nous quitter pour se rendre à l'Assemblée nationale et nous devions avoir Emmanuel Djibaou, un des nouveaux députés indépendantistes, le premier de l'histoire depuis 1986, ainsi que Nicolas Metzdorf, mais nous avons eu un problème de liaison. Nous nous en excusons. Et on aura le temps de les découvrir quand ils seront arrivés à Paris dans les tout prochains jours. On continue néanmoins cette discussion sur la Nouvelle-Calédonie avec vous, Hervé Mariton, donc président de la FEDOM, la Fédération des entreprises d'outre-mer. L'une des premières urgences du gouvernement qui devrait se former dans les semaines qui viennent, ce sera la Nouvelle-Calédonie qui est en crise profonde depuis plusieurs semaines, depuis près de 3 mois, et donc avec une économie complètement à plat, à terre. Quelles seraient les mesures d'urgence qu'il faudrait prendre pour sauver l'économie calédonienne ? J'étais en Nouvelle-Calédonie en mai, au moment du déclenchement de l'insurrection, et j'ai pu mesurer avec nos amis calédoniens le drame et l'intensité de cette insurrection et de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore. On a vu encore ces derniers jours des événements en Nouvelle-Calédonie. Dans la première partie de votre émission, au fond, moi j'avais envie de dire qu'on attend un travail organisé et du point de vue de la FEDOM, par exemple, une loi de programmation sur le développement économique. Ça demande du temps, mais les gens peuvent discuter et justement... Olivier Servat a évoqué cela, c'est l'occasion de mobiliser l'ensemble de la communauté nationale sur un enjeu ultramarin, l'ensemble des parlementaires, le développement économique. Mais en Nouvelle-Calédonie, c'est l'urgence. Et c'est l'urgence immédiate, y compris du gouvernement, du Premier ministre Attal, dans les quelques jours et les quelques semaines qui viennent. Si le Premier ministre Attal est là jusqu'à la fin des JO ou même jusqu'à la fin du mois d'août, et avant la présentation d'un projet de budget qui vient au dernier Conseil des ministres de la fin septembre, la Nouvelle-Calédonie, vu des entreprises que je représente, n'a pas le temps d'attendre. Je faisais un point ce matin encore avec le président de la Chambre de commerce, la présidente du MEDEF. Les acteurs économiques constatent qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été engagées par le gouvernement, mais qui n'avancent jamais assez vite au regard des besoins des entreprises, la mise en œuvre concrète du chômage partiel, même les fonds de solidarité sur des sommes assez faibles ne sont pas encore totalement bouclés pour les entreprises. Et puis, du fait même d'une certaine dégradation de l'autorité de l'État dans le contexte actuel, on voit bien qu'il y a des choses qui paraissaient bien s'engager. Par exemple, la réponse des assurances aux entreprises. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus incertain. Donc la dégradation de l'autorité d'un gouvernement, la dégradation de l'autorité de l'État, parce que la réalité, elle est tout de même là. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Le contexte politique aujourd'hui ne renforce pas l'autorité du gouvernement et l'autorité de l'État. Ça a des conséquences économiques très concrètes. Justement, est-ce que vous avez des retours de chefs d'entreprise de Nouvelle-Calédonie qui ont l'intention de quitter le territoire ou qui l'ont déjà fait ? En tout cas, aujourd'hui, il y a un enjeu de réparation du sinistre immédiat. Le gouvernement actuel essaie de porter le débat sur le thème de la relance et de la reconstruction. On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, c'est de pallier des difficultés immédiates qui sont des difficultés de trésorerie, des difficultés de pouvoir d'achat, des difficultés de niveau d'activité. Et ça demande que le système de l'État turbine dans de bonnes conditions. L'État et l'articulation avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Mais je dis, par ailleurs, vous me posez la question, est-ce qu'il y a des retours sur la question précise des assurances et de la couverture du fonctionnement de l'assurance, de la mise en œuvre de la garantie assurantielle dans un contexte d'émeute. Eh bien, la situation, il y a quelques semaines, en particulier à l'occasion de rencontres entre le ministre Bruno Le Maire et les assureurs, paraissait réglée. Quand on est aujourd'hui 9 juillet, la situation, quelques semaines après à peine, ne paraît plus tout à fait réglée. Donc il faut bien mesurer qu'on est dans cette situation-là. Parce qu'il n'y a plus personne dans les ministères qui s'occupe des dossiers. Mais le ministre est toujours là, il y a des gens dans les ministères qui sont pleins de bonne volonté. Simplement, la chaîne d'autorité est tout de même un peu abîmée. La chaîne de décision, et en tout cas la chaîne d'influence, puisque là on est de l'ordre de l'influence du politique sur une partie du monde économique, et ben ça fonctionne un peu moins bien. Et donc il faut avoir conscience de ces dégâts-là aujourd'hui et concrètement de l'urgence qu'il y a pour la Nouvelle-Calédonie. Donc là-dessus, y compris au regard des différents territoires, à dire vrai, la situation, je vous disais tout à l'heure, l'aggravation des défaillances d'entreprises, c'est dans beaucoup de territoires ultramarins. La Réunion, plus de 58% du nombre de défaillances d'entreprises. Mais c'est encore pire en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a une situation encore pire en Nouvelle-Calédonie. Et pour le coup, à côté de stratégies qui peuvent s'élaborer sur
qu'est-ce que la représentation parlementaire veut pour l'avenir économique de notre pays, et en particulier pour les Outre-mer. Ça peut prendre des débats parlementaires. C'est la vie de la démocratie. Il y a un peu de temps à la clé. Mais il ne faut pas que ça en prenne trop. Mais en Nouvelle-Calédonie, c'est une urgence absolue. On va revenir sur le terrain politique. Oui, alors on va rejoindre Semir Alwardi. Semir Alwardi, on a vu, c'est avec ces élections législatives anticipées, le résultat en Nouvelle-Calédonie, où finalement les indépendantistes ont récolté beaucoup plus de voix, enfin plus de voix que les non-indépendantistes. Donc finalement, on se demande si